Merci d'être aussi nombreux sur cette dernière table ronde. Vous avez été patients, on vous remercie. On a un super plateau pour cette table ronde sur le thème de la fidélisation du personnel. Je vais commencer bien sûr par ces dames. On a Romy Carrère, qui est directrice de la rédaction du journal L'Hôtellerie-Restauration. Chacun pourra éventuellement dire 2 mots après, mais on a tellement à dire. Solène Auréa-Davis, qui est directrice générale du groupe Oco Hôtel. Ensuite, nous avons Vincent Sitz, qui est président de la commission emploi et formation au GHR. Certains ne sont peut-être pas familiers avec le GHR. En fait, c'est l'émanation de la fusion du GNI et d'autres associations. Je laisserai Vincent, s'il veut, nous citer les autres associations professionnelles. Et nous avons Nicolas Saint-Marc. Alors, le titre a été un peu trop ambitieux, semble-t-il. Il est quand même VP Talent et Culture, mais seulement France, pour accord. Mais bon, c'est quand même pas mal. Alors, on va évoquer tout d'abord, pour rentrer dans le thème, le contexte actuel qui marque vraiment une tension, évidemment, comme la plupart d'entre eux. Alors, peut-être avant, qui est hôtelier dans la salle? Ok, restaurateur? Partenaire, fournisseur? Étudiant? Journaliste? Il y en a 2, 3, oui. Ok, et consultant, j'imagine, etc. Époux, épouse. Ok, très bien, merci. Donc, un contexte sous tension. Je vais vous laisser les uns et les autres témoigner. On va peut-être commencer par nos 2 hôteliers témoins, qui sont Solène et Nicolas. Solène, tu veux nous parler un petit peu du contexte actuel ? Merci. Je pense que c'est un contexte que tout le monde connaît, donc on va peut-être pas passer beaucoup de temps dessus. Ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, ce qui nous est arrivé post-Covid était quelque chose qui probablement couvait depuis assez longtemps. On a aujourd'hui, c'est certain, un sujet d'attractivité sur les métiers de l'hôtellerie-restauration qui a plusieurs causes. Évidemment, on a des rythmes qui sont complexes pour gérer un équilibre vie pro-vie perso. On a des rémunérations qui, en début de carrière, sont pas toujours attractives et pas toujours cohérentes par rapport au niveau d'études qu'on demande finalement et au nombre de compétences qu'on demande à nos collaborateurs. Et puis on a une vision aussi peut-être des métiers, alors même si des émissions de grande écoute ont redoré les lettres de la restauration, c'est pas encore le cas pour l'hôtellerie et pour d'autres métiers du service. Et enfin moi je me souviens que quand j'étais jeune et que je disais à mes copains je travaille dans l'hôtellerie, on me disait ah super comme le petit Spirou. Non. Il y a des très 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 beaux métiers dans l'hôtellerie, il y a des très très belles carrières et c'est des choses qui ne sont pas encore toujours très bien mises en avant. Donc le Covid est venu un peu cristalliser l'ensemble de ces sujets et là où on était déjà en tension, on l'a été encore plus à la sortie de l'épidémie. Et alors, quel est l'impact de ce manque de personnel? On va peut-être donner 2 chiffres. Vincent, avant de redonner la parole à Nicolas, quelques chiffres sur le manque actuel. Alors, avant Covid, on avait déjà 150 000 postes à pourvoir dans notre secteur d'activité. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on découvre, hein. Le manque d'activité était déjà là, mais on arrivait à remplacer nos salariés. Donc, bon an, mal an, on arrivait à recruter. Post-Covid, on se retrouve avec, pendant la période du Covid, 110 120 000 personnes ont quitté notre secteur, tout poste confondu, ce qui est énorme. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 350 360 000, on ne sait même plus vraiment aujourd'hui, postes à pourvoir dans l'hôtellerie et la restauration, en sachant que la moitié sont des postes CDI temps plein et d'autres, c'est plutôt saisonnier. Donc on a une répartition qui est de 50-50 entre les postes à pourvoir, soit les postes à temps plein et ceux qui seraient pour les saisonniers. Et après, quelques chiffres marquants, en tout cas pour la dernière saison, c'est que le manque de personnel en fait, a fait que 59% des acteurs du secteur de l'hôtellerie et de la restauration ont dû malheureusement soit fermer des jours, soit fermer des chambres, soit réduire leur temps d'ouverture de leur établissement de restaurant, soit fermer des rangs. Et donc, ça a eu un impact considérable, sur évidemment les chiffres d'affaires potentiellement faits, et puis sur les perspectives qu'on peut se donner et comment on voit l'avenir. Alors, je voyais Nicolas et Solène acquiescer. Romy, après, tu nous parleras du côté école. Probablement, il y a une étude intéressante. Les conséquences
de ce qu'on vient d'entendre, notamment sur l'été dernier, des établissements qui ferment, mais il y a aussi des conséquences sur le personnel en place. C'est quoi les conséquences sur vos équipes, Solène? Oui, Nicolas. Et après... Nicolas, ou Solène ou Nicolas, comme tu veux. Non, mais les conséquences, c'est une énorme pression sur les collaborateurs qui aujourd'hui sont encore en poste, qui doivent assumer une charge de travail importante. Et du coup, les conséquences aussi, c'est de fragiliser ces personnes qui ont besoin aussi d'être soutenues dans ces moments si difficiles, quoi. Donc ça, c'est une pression forte sur les salariés qui sont encore en poste. C'est une pression forte, évidemment, sur toute la chaîne managériale, parce que derrière, vous avez aussi une insatisfaction client. Le niveau de service ou de prestation n'est pas à la hauteur. Et dois-je rappeler qu'en plus, l'été dernier, on a quand même eu des prix très élevés parce que la demande était là. Et en face, on avait des prestations de services qui, malheureusement, même si chacun donnait le meilleur de lui-même, n'étaient pas toujours au rendez-vous. Donc, une insatisfaction client très forte qui faisait et qui pesait aussi beaucoup sur les équipes. Donc, des risques potentiels en termes de fatigue, pas que physique, mais des fatigues psychologiques aussi. Là encore, ça a cristallisé des endroits où, dans l'hôtellerie, on était traditionnellement pas toujours très bon. Je pense notamment au recrutement où, quasiment du jour au lendemain, nos managers ont dû recruter quasiment à temps plein, en permanence. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'arrivées, beaucoup de départs, beaucoup d'intégration, beaucoup de gens qui venaient pas du tout de l'industrie, qui s'y essayaient et qui se rendaient compte que ce n'était pas fait pour eux. Donc vraiment un besoin déjà de générer du flux de candidatures, de recevoir les candidats en entretien, ce qui prend énormément de temps aux managers. Donc nous, dans nos équipes, on a dû réfléchir à comment accompagner justement nos managers pour faire le tri des candidatures, qu'ils y passent le moins de temps possible, essayer de les accompagner sur la sélection des CV et des candidats. Et puis l'autre sujet, c'est l'intégration et la formation des collaborateurs. C'est-à-dire que cet été, pris dans le flux d'une quantité de clients complètement hallucinante avec des équipes réduites, et quand en plus on intégrait des nouveaux collaborateurs, c'était très difficile de prendre le temps qu'on a habituellement pour les onboarder correctement, prendre le temps de leur faire découvrir leur établissement, passer du temps avec leurs collègues, là où d'habitude on peut mettre un collègue shifté à côté du nouvel arrivant pendant 15 jours pour pouvoir s'intégrer, etc. Là, c'était tellement l'urgence que ça devenait compliqué, et c'est encore pire parce que là où des gens qui arrivent en se disant je vais voir si ça va le faire, qui ne sont pas encore très sûrs d'eux, ne sont pas correctement accompagnés et onboardés, il y a encore plus de risques de départ, et c'est là où on était un peu dans un sujet presque d'hémorragie, où il a fallu vraiment donner un coup de main aux équipes, en parfois prenant des équipes à un endroit pour accompagner un petit peu l'intégration de ceux qui arrivaient, pour être sûr que ça se fasse dans de bonnes conditions. Romy, tu as évoqué notamment une étude d'une école hôtelière sur les métiers de la salle vs les métiers de la cuisine. Oui, alors, en fait, c'est pas exactement ça. C'est que suite à une conférence, un des experts avait posé la question aux jeunes de l'école hôtelière de La Rochelle, mais en fait, vous, qu'est-ce qui vous manque pour intégrer le secteur? Et c'est vrai que là, ils ont donné des réflexions assez hallucinantes. J'en ai répertorié pas mal, notamment dans un podcast, mais grosso modo, c'était déjà, ils estiment ne pas être écoutés, qu'on est vraiment sur un système très, très archaïque, ils demandent des plannings, avoir des plannings en avance, qui soient fluides, qui puissent les modifier un peu à la carte. Alors bon, évidemment, là, ils avaient carte blanche pour tout dire. Donc, en fonction du type d'établissement, de la structure, tout n'est absolument pas envisageable, bien sûr. Mais voilà, si vraiment ils devaient donner toute leur volonté, c'est d'avoir des plannings à l'avance, d'être souple, d'avoir des managers juste qui nous écoutent, de la transparence aussi, ça, ils en demandent beaucoup. Et en fait, ils disent tous que toutes leurs expériences concrètes sont à des années-lumière du minima de leurs attentes. Donc déjà, il y a ça. Après, il y a un autre constat aussi, et c'est le rôle des écoles. Et c'est qu'aujourd'hui,
Bon, alors c'était vrai déjà il y a quelques années, les écoles hôtelières ont eu des périodes de creux, ont su redorer leur blason. Aujourd'hui, on est de nouveau sur une grosse période de creux. Et il y a aussi du coup un énorme enjeu au niveau des écoles pour travailler, je ne sais pas, de manière différente, pour essayer de remplir les écoles de nouveau, pour avoir des jeunes qui sortent formés. Alors en effet, donc ça c'est la première partie constat. On parle de fidélisation, mais qui est-ce qu'on doit fidéliser? On a des profils aujourd'hui qui sont avec des écarts d'attente et de formation également. À quel profil vous faites face et quelles sont les différences d'attente? Vincent peut-être après, mais déjà Nicolas et Solène, je ne sais pas lequel de vous deux souhaite intervenir en premier. Oui, alors on a toujours eu dans nos profils, notamment chez Ocotel, c'est quelque chose qu'on fait énormément, le profil jeune diplômé. Donc là, les jeunes diplômés des écoles hôtelières, ils sont ultra courtisés. Donc il faut se dénoter dans sa stratégie de marque employeur, il faut être extrêmement proactif dans les partenariats qu'on fait avec ces écoles pour être sûr de les attirer. Alors nous, chez Oco, on a un truc assez chouette, c'est qu'on est identifié par le marché et notre directrice marketing m'a montré sur ChatGPT que c'était vrai, comme une marque positionnée RSE. Et ça, c'est très clair dans la tête des jeunes diplômés. Donc on surfe sur cette vague, mais attention, il y a une très grosse attente en face, parce que là, les collaborateurs, une fois qu'ils sont rentrés chez vous, ils vont vous challenger sur le fait que ce que vous avez promis, c'est un véritable engagement concret au sein de l'entreprise pendant tout leur parcours. Ça, c'est des collaborateurs à qui il faut être capable de proposer dès leur intégration un parcours de formation, une évolution de carrière sur une période donnée. L'autre grande typologie de collaborateurs qu'on rencontre, et c'est ça face à quoi on a été un petit peu désarmés parfois, c'est des gens qui ne souhaitent pas forcément évoluer, ou en tout cas sur des timings beaucoup plus longs, qui ne sont pas forcément des gens de l'hôtellerie. Et là, c'est pas évident, parce que autant la technicité du métier, c'est des choses que nos équipes savent apprendre à des personnes qui arrivent, qui ne savent pas se servir d'un PMS. En plus, aujourd'hui, on a des outils de plus en plus simples. Donc, on se sent cette capacité à faire monter en compétence sur les sujets techniques. Mais quand vous êtes face à un public qui n'a pas l'habitude de la relation client, qui ne sait pas comment se positionner, qui ne parle pas anglais, etc., qui n'a pas les codes du service, là, on part de beaucoup plus loin. Et pour nos managers, ça a été par moments des moments de découragement. Qu'est-ce que je fais face à un collaborateur qui ne comprend même pas que ne pas arriver à l'heure le matin, c'est un sujet et que ça impacte le reste de l'équipe. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il faut vraiment être à leur côté et les accompagner pour intégrer ces personnes-là et leur donner les codes de notre métier. Et rappelons-le, on vient de le dire il y a un instant, des managers qui en plus n'ont plus le temps puisqu'on est sous tension et que même sont obligés de donner plus. Nicolas, peut-être oui. un rebond sur ce que vient de dire Solène, mais également peut-être qu'on commence à profiler sur des ouvertures de type de contrats, de flexibilité qui sont très variés avec ces types de profils également. Oui, c'est ce que j'allais dire en fait. Les profils aujourd'hui à attirer et à fidéliser, ils sont pluriels et ils sont très nombreux en fait. Vous avez en effet des jeunes qui vont rechercher un contrat étudiant pour 2-3 mois ou un contrat étudiant pour avoir un complément de rémunération pour mener leurs études en même temps. Et auparavant, c'était plutôt des profils qui se dirigeaient vers la grande distribution ou vers, on va dire, de la restauration rapide. Voilà, parce que classiquement, on avait des contrats un peu de ce type-là. Et pas nécessairement vers l'hôtellerie. Ils n'avaient pas l'idée de se dire, dans un hôtel, je peux avoir ce type de contrat, alors que, au final, il est tout à fait possible de le faire. Mais j'ai envie de dire que chez Accor, en tous les cas, au niveau de nos partenaires hôteliers, c'est un petit peu, en effet, c'est quand même cette crise qui a permis d'ouvrir un peu les chakras sur comment repenser l'organisation de mon hôtel. Et là où finalement, j'avais avant un hôtel qui était calibré pour fonctionner avec tant de TP à 39 heures par semaine, aujourd'hui, je commence à faire des choses beaucoup plus multiples. J'ai en effet certains postes que je mets en contrat à durée en temps partiel, parce que ça correspond à des besoins que des jeunes recherchent, mais pas que des jeunes.
vous avez aussi tout un tas de personnes qui veulent juste un complément de rémunération et qui veulent s'occuper, avoir une activité en fait professionnelle et un peu sociale aussi, et qui du coup choisissent d'avoir des contrats plus courts. Donc en fait, les profils sont tellement variés aujourd'hui que si on veut s'ouvrir à l'ensemble de ces profils-là, en effet, il y a toute une question d'organisation à repenser dans les typologies de contrats, dans les types de postes aussi, etc. etc. Il y a vraiment un gros travail de fond à faire. Alors, on entend la complexité d'un tel jonglage, notamment dans des groupes comme Accor ou OCO. Vincent, comment vous accompagnez les pros qui aujourd'hui se retrouvent face à des complexités d'attentes différentes, de profils différents, avec des gens qui veulent que du saisonnier, que du week-end, du soir, que du matin, du temps partiel, du 35 heures. Qu'est-ce qu'on fait avec comment on accompagne les pros? Comment vous accompagnez les pros? Le GHR, je rappelle, c'est le GNI et la fusion du SNRTC et du SNRPO. Donc maintenant, on chapeaute un petit peu plus l'ensemble du secteur. On voit aujourd'hui arriver, enfin depuis quelques années, et c'est bien le problème aujourd'hui, les auto-entrepreneurs. Aujourd'hui, c'était quelque chose qu'on se refusait absolument de voir chez nous parce qu'il y a un vrai vide juridique qui fait que si on prend des auto-entrepreneurs pour un remplacement d'un salarié où il y a un problème il y a un problème juridique qui fait que comme il y a un lien de subordination, vous pouvez être retoqué par l'URSSAF en cas de contrôle et ça peut coûter très cher. Ensuite, si vous avez un problème avec ce même je vais dire salarié, mais ce n'est pas un, cette même personne, il peut vous faire une demande de requalification en CDI. Donc vous vous retrouvez dans les deux cas pieds et mains liés. Donc aujourd'hui, on n'a pas de choix. Moi, je parle entre autres en partie pour les petites entreprises, PME, TPE, PME, qui ont vu le manque de personnel et qui se sont rabattus sur ce mode de personnes, puisque c'est un choix des salariés d'avoir changé réellement du salariat pour venir dans l'auto-entreprise. Donc aujourd'hui, il va falloir qu'on trouve justement à négocier avec le gouvernement pour pouvoir régler ce vide juridique qui fait qu'en fait les entreprises ne soient pas en danger. Voilà. Et pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, je pense qu'il y a un vrai, encore une fois, pour les petites entreprises et les petits hôtels, les restaurants, parce que là on a quand même des grandes chaînes. Il y a un vrai travail, il y a une révolution managériale à faire dans notre secteur d'activité. Je parle dans les restaurants et les petits hôtels. C'est un vrai. Et puis comme on a tendance aussi dans l'hôtellerie et la restauration un peu à se flageller, et puis en même temps on est souvent stigmatisé, il faut reconnaître, la presse nous fait pas trop de cadeaux. Il faut quand même reconnaître que depuis quelques mois, on a quand même fait de pas mal d'efforts puisqu'on a revu les salaires. En moyenne, il y a eu une augmentation qui a été faite de 15%, c'est quand même pas négligeable. Alors, c'est une moyenne sur l'ensemble des classifications et des échelons, mais ce n'est pas négligeable. Et surtout, un point important, c'est qu'on a revu notre grille de classification, qui fait qu'aujourd'hui, quand on prend un poste cuisinier, chef de cuisine, voilà, il y a un niveau, il y a un échelon avec une rémunération minimum qui doit être faite et respectée. Et la même chose est appliquée pour les apprentis. Donc, c'est quand même plutôt, c'est plutôt pas mal. Alors Vincent, c'est bien, il vient de glisser sur notre prochaine thématique qui est le travail autour de la marque employeur dans laquelle on a la notion de conditions de travail. Donc je vais renvoyer à nouveau la balle à Solène et Nicolas. À moins que, Romy, sur cette partie-là, tu veux rebondir d'abord? Oui. Juste, c'est vrai qu'il faut comprendre aussi que les envies de travail ne sont pas les mêmes pour tout le monde et chez tout le monde. Alors évidemment, dans les groupes plus importants, les grosses structures, c'est quand même plus facile de s'adapter. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est plus facile. Pour les indépendants, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis surtout, c'est souvent leurs affaires. Il y a beaucoup d'émotions dedans. Enfin, c'est assez compliqué de l'accepter. Mais oui, vous pouvez avoir des personnes qualifiées, moins qualifiées, mais qui travailleront très bien et qui donneront satisfaction, mais qui n'ont pas forcément envie de rester longtemps, qui veulent travailler quelques heures par semaine. Et effectivement, ça demande beaucoup d'adaptabilité. Maintenant, il y a énormément il y a quand même plusieurs contrats qui peuvent exister, mais effectivement, il y a le sujet des auto-entrepreneurs et ça, vraiment, on vous met en garde là-dessus. Nous, on vous dira jamais de prendre des auto-entrepreneurs aujourd'hui, surtout si vous faites un mix avec quelqu'un en CDI, quelqu'un en CDD et un auto-entrepreneur à côté. Ça, on ne pourra jamais le conseiller. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, c'est pas possible. La difficulté étant que même si c'est un choix de la part de l'employé, vous vous exposez aux risques évoqués par Vincent à l'instant. Alors ça, c'est alerte générale. Ça, c'est sûr que nous le déconseillons fortement. Ouais.
il y a eu des tendances, certains hôteliers partenaires chez nous ont voulu aller vers ce dispositif-là parce qu'ils ont été approchés aussi par des nouveaux acteurs spécialistes de l'auto-entrepreneuriat qui leur disaient, moi j'ai un vivier de 160 000 collaborateurs qui sont prêts à venir travailler plug and play directement tout de suite. Donc n'hésitez pas. Et donc il y a eu en effet cette tentation très très forte à un moment donné d'y aller. Nous, en tout cas au niveau global, on a fait stopper en disant nous on vous le déconseille fortement, évidemment, pour toutes les raisons qui ont été évoquées. Ok, je vous laisse évoquer la marque employeur. On avait 3 thématiques principales dans la marque employeur. La première, c'était l'onboarding. Ensuite, on parlait formation, puis les conditions de travail. Donc, je vous laisse décliner l'un et l'autre. Et ensuite, Romy et Vincent rebondiront. Solène ? Alors, sur la thématique de la marque employeur, nous très logiquement, on s'est rendu compte que, quel que soit, encore une fois, le besoin du collaborateur qui vienne passer peut-être 12 mois ou une saison ou peut-être un peu plus longtemps au sein de notre entreprise, qu'il ait le souhait d'évoluer ou pas, il faut qu'on ait vis-à-vis de lui une promesse employeur qui soit claire et qui soit tenue. Donc de même qu'aujourd'hui on a une promesse client, on a tous un positionnement, une promesse client, on a ce devoir. On va rappeler que tu es entreprise à mission. On passe entreprise à mission d'ici 15 jours, tout à fait, ça va être voté à la fin du mois. Nous on a fait ce choix-là parce que justement on avait besoin de concrétiser l'ensemble des engagements qu'on prenait vis-à-vis de nos parties prenantes. Et alors, dans les parties prenantes, il y a évidemment les clients, il y a évidemment les investisseurs, les collectivités locales, la planète, mais il y a nos collaborateurs. Et dans l'industrie du service, c'est bien eux qui font vivre notre métier. Donc, pour moi, on ne peut pas être une entreprise cohérente dans l'univers du service si on n'a pas en face de sa promesse client une promesse employeur qui est tout aussi crédible. Et il y a presque une logique de symétrie des attentions, en fait. Si on veut que notre staff, nos équipes, au quotidien, délivrent un service client de qualité, la fameuse expérience client dont tout le monde parle, on peut faire des super beaux lieux, la déco peut être géniale. Il y a un moment, ce qui va faire que les gens reviennent, c'est la qualité du service. C'est le sourire de la réceptionniste, même si elle s'est engueulée avec son mec le matin. C'est le sourire de la personne au petit-déj, même s'il vient de déboucher les toilettes dans une chambre. Ça, c'est la réalité de notre business. Et pour que ça se soit possible, pour que nos collaborateurs ils soient à même tous les jours, ouverture après ouverture, de délivrer cette qualité, il faut qu'on leur apporte des attentions qui leur permettent de travailler correctement dans les meilleures conditions possibles. Ça, c'est tout le parcours du collaborateur. Ça passe par son onboarding, son arrivée dans l'entreprise, sa formation, son intégration au sein de l'équipe, tout ce qu'on va mettre en place pour que ses objectifs soient clairs, ce qu'on attend de lui est absolument clair, sa relation avec son manager est instaurée sur de bonnes bases et son intégration dans l'équipe. Après, il y a évidemment tout un suivi au long de sa carrière. Qu'est-ce qu'on peut lui apporter pour compléter ses compétences, son savoir-être, sur quoi on l'évalue, sur quoi on l'attend. Et puis, au moment où il le souhaite, parce que c'est souvent ça, hein, rares sont les gens qui passent aujourd'hui 10 ans dans une boîte, heureusement on en a, mais c'est plus l'exception que la règle. Comment on gère l'offboarding du collaborateur, c'est-à-dire quelqu'un qui vous dit au cours d'un entretien, en fait, je crois que j'ai des envies d'ailleurs, que ce soit en dehors de l'industrie ou au sein de l'industrie ou voilà, sur une structure différente. Comment on accompagne son projet et comment on fait que sa sortie se passe bien pour tout le monde, qu'il puisse parler positivement de l'employeur, quelles que soient les raisons pour lesquelles il quitte l'entreprise. Mais alors, du coup, ça se travaille comment, cette marque employeur, concrètement, Nicolas? Là, on a toute la philosophie déclinée par Solène. Maintenant, en termes d'actions concrètes, après, peut-être sur les conditions de travail, je pense que Vincent aura peut-être des choses aussi concrètes à amener. Certainement. Comment on travaille une marque employeur? Pour reprendre ce que disait Solène en partie, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que vous ayez en effet une promesse et que cette promesse, elle soit authentique. C'est-à-dire qu'il est facile aujourd'hui de promettre une expérience
magnifique en travaillant pour une telle ou telle entreprise ou pour tel ou tel secteur d'activité. On rejoint la notion de transparence évoquée par Exactement. Romy Ben, et par vous pendant les... Et ils sont pendant impitoyables aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous avez une réalité au moment où ils sont intégrés dans l'entreprise qui est différente, très différente ou trop éloignée en tout cas de la promesse, ils ne vont pas vous rater. Hein. Et ça va prendre une ampleur importante. Donc, travailler une marque employeur, c'est déjà de se dire quelle est finalement l'expérience qu'on peut réellement proposer de manière assez uniforme sur l'ensemble d'un réseau quand il est aussi disparate qu'un réseau comme celui du groupe Accor, par exemple. Où là, vous avez différents segments de marques, vous avez différentes typologies d'hôtels, vous avez des franchisés, vous avez des managers, bref, vous avez tout un tas d'interlocuteurs et de parties prenantes, où là, il est très difficile d'avoir, je dirais, une homogénéité en matière de. Donc c'est à nous d'insuffler, évidemment, et de stimuler le marché en disant, ben voilà, rejoindre, et en le faisant en parlant du secteur d'activité, l'hôtellerie-restauration. Et ensuite, en déclinant sur nos marques, évidemment, en sachant qu'on n'a pas une promesse marque employeur par marque. On a vraiment une promesse employeur pour l'ensemble du groupe, du chapeau. Là où encore, d'ailleurs, vous avez beaucoup de personnes qui ne font pas encore le lien entre le groupe Accor, qui est connu, et des marques du groupe Accor qui sont connues aussi, et voire plus connues que le groupe Accor en lui-même. Et le lien entre les deux ne sont pas faits. Donc, je pense qu'on travaille déjà sur une promesse qui permet en effet de faire quelque chose qui soit concret, qui existe vraiment. Et ensuite, c'est tous les aspects, en effet, lorsque vous les intégrez dans les hôtels, et qu'ils sont intégrés par nos partenaires hôteliers, et bien que ce qui a été prévu, en tout cas la promesse, soit délivrée. Et là, dans ces cas-là, c'est à nous, en effet, de mettre en place un certain nombre d'outils, des kits parfois de communication ou d'onboarding, comme évoquait Solène il y a quelques instants, qui sont des éléments structurants et qui peuvent donner, je dirais, un point d'homogénéité sur un réseau aussi large que celui du groupe. Et peut-être très rapidement, avant de passer à Romy et Vincent, en termes de conditions de travail, puisqu'on n'a pas évoqué salaire, on a parlé de la grille tout à l'heure, mais salaire, le bien-être, le sport, la santé, je ne sais pas, tout ce qui tourne autour de la qualité de vie au travail et des conditions de travail. Quelques actions concrètes ou améliorations que vous avez apportées ces dernières années? Alors, les initiatives, elles sont souvent prises par nos partenaires. Hein. C'est-à-dire que... À l'échelle individuelle. Oui, tout à fait. Justement, à ce propos, je voulais demander à la salle, on a tout à l'heure les restaurateurs et les hôteliers ont levé la main. Dans les hôteliers restaurateurs, qui est indépendant, s'il vous plaît, ou franchisé, mais pas... on a peu d'indépendants, mais oui, quand même un petit peu. Parce que ce n'est pas la même problématique, j'imagine, hein, pour mettre en place une marque employeur à l'échelle d'un groupe et à l'échelle d'un établissement. Déjà, vous avez une question de budget, parce qu'on n'en a pas parlé, mais... se faire connaître, travailler sa notoriété, ça coûte quand même assez cher. Parce qu'il faut créer des visuels, il faut créer des campagnes, il faut sponsoriser un certain nombre de choses, créer des bannières, faire de la publicité, etc., etc. Là où se situent nos cibles. Donc déjà, il faut savoir aussi les targeter, savoir où est-ce que l'on va. Donc ça coûte de l'argent, donc ce n'est pas évident en effet de travailler sur une marque employeur, il faut des moyens. Après, à une plus petite échelle, il est possible de la travailler, cette marque employeur, déjà simplement en se distinguant de ses concurrents principaux, en disant, en venant travailler chez moi, par exemple, moi je mets en place, parce qu'on commence à avoir certaines initiatives qui commencent à émerger à ce niveau-là, je mets en place une semaine de 4 jours. Voilà, je la teste aujourd'hui, je fais 4 jours consécutifs et les salariés auront 3 jours consécutifs de repos. Et ça attire un certain nombre de candidats qui se disent, tiens, 4-3, ok, en termes d'équilibre de vie, je pense que je peux m'y retrouver. Et ce, même si je fais des grosses journées de travail. En tout cas, ça attire. Donc, il y a quelques initiatives comme ça qui sont données, comme par exemple aussi, certains de nos hôteliers se disent, on va mettre en place l'auto-planning. C'est-à-dire que quelque part, une équipe, au sein d'une seule et même équipe, il y a, un hôtel c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Donc, la donne, elle est claire. Il faut qu'on puisse être au moins un minimum de shift pour toute la période travaillée. Et là, c'est de dire, on a une équipe qui, potentiellement, et ça c'est l'incontournable, qui est suffisamment mature et responsable pour se auto-réguler.
et se dire ok, ben moi je vais prendre tel jour de repos, moi je vais plutôt prendre du soir, ça m'arrange parce que j'ai des choses à faire, etc., etc. Donc on a des initiatives comme ça qui commencent à émerger. Et puis il y a des travaux de fond qui sont faits aussi sur les vestiaires, sur tout ce qui est non visible par le client, où là finalement c'était des zones qui étaient souvent un peu délaissées, au profit justement des zones plutôt visibles par le client, où là un gros travail a été fait par nos partenaires pour améliorer cela avec des mobiliers confortables, avec un lieu de vie qui permettent de prendre leur pause, aux salariés de prendre leur pause et d'être aussi un peu mieux dans leur journée de travail. Ah, en fait, c'est travailler l'expérience collaborateur comme on travaille l'expérience client. Symétrie Je des voyais attentions. Vincent, alors, le sujet de la semaine des 4-3, Il n'aime pas la semaine des 4 jours, oui. Bon, c'est d'accord. beaucoup d'actualité, on l'entend de tous côtés, dans tout domaine. Et j'ai senti Vincent réactif à mes côtés. Vincent, Je l'ai une senti réaction aussi sur ça dans l'angle mort. et sur le reste des conditions de travail. Hein. Nicolas a bien résumé les choses. Hein. La marque employeur, c'est pas réservé qu'aux grands. Évidemment, on a tendance à se dire la marque employeur, effectivement, ça a un coût à partir du moment où on part dans une démarche RSE et puis et voilà. Et quand on a les moyens, c'est bien de pouvoir le faire. Mais je dirais que pour un indépendant, la marque employeur, c'est déjà de surveiller son TripAdvisor, d'être sûr, de pouvoir y répondre. Ensuite, c'est d'avoir au moins fait un petit livret d'accueil pour pouvoir présenter l'entreprise. S'il y a un organigramme, même petit soit-il, il puisse savoir où il est, que effectivement les conditions de travail et les aménagements dans lesquels il vient sont quand même assez attractifs, parce que si effectivement le vestiaire n'existe pas et c'est au fin fond de la cave derrière les fûts de bière, il y a un moment, effectivement, il ne faut pas s'étonner d'avoir du personnel qui change. Voilà. Donc la marque employeur, c'est tout un ensemble. C'est aussi le fait de pouvoir expliquer à ses futurs salariés ou aux salariés avec qui on travaille qu'on travaille avec des produits locaux, qu'on a une démarche d'éco-responsabilité, qu'on fait du tri de biodéchets, on a une démarche anti-gaspillage. Voilà, c'est tous des petites ensembles. Effectivement, il ne faut pas mentir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas à un moment écrire des choses en se disant tiens, je vais me faire mon petit registre, je vais tout expliquer ce qu'on devrait normalement faire et puis ne pas l'appliquer en entreprise. C'est contre-productif et c'est terrible. Donc, voilà. Donc la marque employeur, ce n'est pas uniquement réservé aux grands. Ensuite, sur la journée à 4 jours. La semaine, oui, la journée à 4 jours, vous voyez, voilà. Non, la semaine à 4 jours. Encore une fois, le retour de l'ensemble de nos salariés, c'est qu'on a une amplitude horaire trop importante. Parce qu'il y a la coupure. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'entreprises, et moi le premier, puisque j'ai des restaurants, je n'applique qu'une, voire maximum 2 coupures par semaine, parce que de toute façon, si je disais non, c'est 5, je travaillerais tout seul. Et je ne serais pas là aujourd'hui. Donc voilà. Et quand je leur ai proposé, en tout cas chez moi, et quand on a fait le questionnaire pour le GHR, plus de la majorité des salariés ont répondu de ne pas être intéressés par le 4 jours, parce que ça leur fait une amplitude horaire importante et que de 3 jours, voilà. Par contre, ils sont plutôt très attractifs, évidemment, sur le salaire et sur les conditions de travail qui vont leur permettre d'avoir une vie privée. Donc, ça va être de pouvoir programmer ses vacances, de pouvoir moduler ses jours de repos, et toutes petites choses comme ça qui fait que moi, j'ai des salariés qui m'ont dit moi, je ne veux pas 2 jours consécutifs, alors qu'on se battait tous pour donner 2 jours consécutifs. Elle m'a dit non, moi, je veux mercredi, dimanche. Je suis une maman isolée, mère de famille toute seule, donc il me faut le mercredi parce que il faut que je les garde, et puis le dimanche, c'est bien parce qu'au moins, je suis avec eux. Et c'est ça aussi, c'est là où je disais tout à l'heure, il faut faire une révolution managériale, c'est qu'il y a un moment, il faut se dire c'est aussi ça l'attractivité, c'est de pouvoir se dire on peut mettre des choses en place, communiquer auprès des autres. Il faut expliquer pourquoi un tel a plutôt tel planning ou autre chose, parce que c'est pas de dire c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà, c'est un ensemble, c'est une communication. Alors, je vais vous dire qu'on a démarré en retard, donc on va grappiller un petit peu de temps. J'espère que vous restez avec nous. Vincent, il est formidable parce qu'en fait, il n'arrête pas d'avancer sur les sujets suivants. Le prochain sujet étant le management, c'est top. Romy, j'aimerais bien que tu réagisses sur les conditions de travail, sur tes retours d'expérience avec les hôtels et aussi les attentes des jeunes. Est-ce que c'est en adéquation avec la réalité du terrain ? Ouais, je vais faire très très vite. Il y a effectivement par rapport aux indépendants, on dit travailler la marque employeur, ça paraît un énorme mot. Enfin, c'est juste impensable. Bon, finalement, comme disait Vincent, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être mises en place. Il y a des tout petits établissements. Parfois, il suffit d'avoir pas beaucoup de salariés. On peut mettre en place un CE, par exemple. On peut mettre en place des soirées du personnel. Il y a plein de choses à faire. Il faut communiquer, dire ce qu'on fait.
pas hésiter à parler à ses collaborateurs, comme disait Vincent. Écoutez, on n'a pas du tout tous envie d'avoir les mêmes jours de congé. On peut être en couple, travailler tous les deux dans la restauration, dans l'hôtellerie et avoir tous les deux envie de faire du soir et pas du service du midi. Valoriser les coupures aujourd'hui, effectivement, on sait très bien, surtout chez les indépendants, que c'est juste pas possible de toutes les supprimer. Mais alors de faire tourner ses collaborateurs, de les valoriser, pas hésiter à demander, je sais pas moi, pourquoi pas aux jeunes de gérer les réseaux sociaux pendant les quelques heures de coupure. Voilà, faut les valoriser, les payer. Il y a un moment donné, on rigolait, mais dans le bâtiment, ils payent l'heure de transport pour aller au boulot. Bon, on peut en rire, hein, mais nous, on est quand même bien loin de tout ça. Donc voilà, de valoriser, donc de rémunérer les coupures, par exemple. Et puis juste de respecter le droit aussi. Il y en a beaucoup aussi qui vont quitter vos entreprises tout simplement parce qu'en fait, ils ne se feront pas payer des heures sup. Et à un moment donné, ils en auront ras le bol aussi. Et là, l'offboarding dont parlait Solène, là, il fait mal. Là. Il fait très mal. Et puis... il y a le chef Éric Guérin qui a mis en place beaucoup de choses et qui est plutôt un bon manager reconnu dans la profession et qui disait sur 14 jeunes qui voulaient être en cuisine, 7 ont abandonné ce choix suite à leur stage en entreprise et partent soit ailleurs, soit vers la salle, en tout cas quittent les cuisines. Et alors, bon, deux choses. Il y a peut-être aussi le rôle des écoles hôtelières de sélectionner, je sais qu'on voulait en parler, mais voilà, de bien sélectionner les entreprises. Mais il y a aussi vraiment le rôle du manager. Et on parle beaucoup de formation, de former son personnel, mais j'ai aussi envie de dire que les premiers qui devraient faire des formations sont les managers ou ceux qui se prétendent être managers. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on n'a pas de formation de manager à l'école et c'est pas donné à tout le monde. Et peu importe le niveau d'études, ça n'a absolument aucun rapport. C'est pas toujours inné, c'est pas toujours évident. Et donc, de surtout pas hésiter à envoyer ses managers ou en tant que chef d'entreprise, à aller faire quelques formations pour apprendre et mieux communiquer avec ses équipes. Alors Romy, tu gardes le micro, tu viens de commencer la transition. Justement, je voulais que tu enchaînes sur la partie managériale et notamment l'enquête de 2021. Sur les problèmes de liés au management. Alors, à l'hôtellerie-restauration, on avait fait une enquête en 2021, effectivement, sur les attentes des collaborateurs. Donc, évidemment, alors on a eu plus de 6000 répondants, hein, donc c'est quand même une enquête sur laquelle on peut se baser. Je l'avais pas mal relayée à l'époque, notamment auprès des syndicats. Alors, évidemment, il y avait le salaire à l'époque. On était en pleine négociation de la grille salariale, donc c'était un point très important. Maintenant, ce qui est beaucoup revenu, c'est des réflexions par rapport au management, avec des messages, des réflexions absolument hallucinantes sur les managers jamais présents, qui de toute façon ont monté des structures et sont jamais là, savent pas manager, savent pas tenir la boutique, alors que c'est eux-mêmes qui exigent avoir du personnel très très formé, vont se permettre des commentaires. Évidemment, toujours le manager qui arrive avec sa voiture magnifique juste pour récupérer la caisse. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est pas drôle parce qu'il y avait une énorme proportion de messages comme ça. Et donc, effectivement, ça fait peur. Et beaucoup disaient envoyer les managers en formation. C'est triste, mais c'est vrai. Et du coup, Nicolas et Solène, est-ce qu'on envoie les managers en formation? Et notamment le middle manager, qui est souvent l'objet du débat. Oui, alors moi je rejoins tout à fait Romy. Alors le sujet du management, c'est pas un sujet que dans l'hôtellerie-restauration, hein. Ça l'est peut-être encore plus chez nous. Oui, mais là c'est notre sujet. Oui, non, mais absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on regarde les stats à l'échelle européenne, c'est hallucinant, hein, le pourcentage de collaborateurs qui disent qu'ils sont prêts à quitter l'entreprise à cause de leur manager et voire même à avoir des comportements néfastes pour l'entreprise pour se venger de leur manager. Regardez le reportage sur Arte, ça fait froid dans le dos. Mais en tout cas, particulièrement dans l'hôtellerie-restauration, parce que encore une fois, on est un métier de service, on a des équipes importantes et une grande partie de la qualité de ce qu'on délivre l'est grâce à nos équipes. Donc oui, bien évidemment, c'est pas le tout de dire chez Oco Hotel par exemple, on a un management bienveillant et participatif. Ok, super. Enfin, il y a plein de gens qui arrivent chez nous qui sont pleins de bonnes intentions. C'est pas toujours simple et effectivement le middle management, tu en parles. Aujourd'hui, les diplômés de grandes écoles, ils arrivent et ils sont quasiment directement en situation de management.
Donc, ils ont entre 22 et 25 ans et ils se retrouvent managers de collaborateurs qui ont parfois leur âge. Quelle légitimité ils ont, c'est même pas le sujet, c'est quelles clés ils ont pour manager. Si eux-mêmes, en plus, dans leur stage précédent, dans leurs expériences professionnelles, ont vu des choses pas forcément exemplaires et pas forcément inspirantes, comment nous, on peut leur apporter les clés de la réussite en tant que manager via de la formation, via un référentiel de compétences et de savoir-être qui est clair, et via aussi un accompagnement de leur propre manager pour les aider à grandir. Parce que ces jeunes-là, ils arrivent et ils veulent tout de suite être le chef de quelque chose, que ce soit un projet, une équipe, etc. Comment on fait pour ne pas les cramer dans leur envie d'évoluer et pour que les choses se fassent au gré de leur maturité professionnelle, mais aussi de leur propre maturité. Alors merci Solène. Nicolas, tu avais un regard intéressant sur les bon jeunes en matière de management qui peut être étonnant et pas. Et en même temps, j'aimerais que tu rebondisses également sur ce que vient de dire Solène. Comment, j'irais jusqu'à dire, comment on les reformate, ces nouveaux managers qui ont peut-être une image de leurs précédentes expériences où ils ont vu un management qui n'était pas la bonne manière. Qu'est-ce qu'on fait D'abord les jeunes. Oui, je ne suis pas persuadé qu'ils réagissent par mimétisme ou par rapport à ce qu'ils ont vécu. Parce que justement, parfois, en ayant vécu des situations où on évite potentiellement de les retranscrire sur nos propres collaborateurs, où ça peut avoir cet effet inverse parfois aussi, mais ça va vraiment dépendre des cas. Les jeunes alors moi je sais que j'ai eu une première vie professionnelle chez Accor où j'étais formateur en management justement. Donc des chefs de service, des directeurs d'hôtel, j'en ai vu beaucoup pendant les 8 années où j'ai été formateur. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, alors ça fait déjà maintenant 10 ans, donc peut-être que ça aussi ça a évolué, mais je trouvais les jeunes générations, managers, parfois plus durs en termes d'exigence, en termes de ce qu'il fallait faire, en termes de rigueur, etc. Beaucoup plus difficile et beaucoup moins souple finalement que des générations un peu plus anciennes. Et parce que, alors il y avait plein de raisons qui expliquaient ça. La première, en effet, ils se retrouvaient parfois propulsés responsables d'équipe avec dans cette équipe-là des personnes plus âgées qu'elles, avec plus d'expérience, que ce soit dans le métier, mais aussi plus d'expérience dans l'hôtel. Et donc du coup, comme si finalement il fallait imposer quelque chose pour être un peu légitime. Il pouvait y avoir un peu ce travers-là parfois. Donc j'ai trouvé parfois un petit peu plus difficile, et c'était en effet, tout l'enjeu était de les accompagner sur comprendre en fait comment obtenir le meilleur de ses collègues, comment obtenir le meilleur de ses collaborateurs, comment on fait ça en fait tout simplement. Et c'est vrai que nous on avait une clé qui était, ça a été dit d'ailleurs très justement par Vincent, ou c'est toi qui l'as dit, je ne sais plus, qui était l'écoute. Je crois que c'est Vincent qui a dit. En leur disant, passez du temps à écouter vos collaborateurs, vous remontez des problématiques, vous remontez leurs problématiques. Et moi, j'avais souvent cette phrase, cette réponse, comme disait, je ne suis pas là pour faire du social, là, moi, je suis là pour délivrer un chiffre. Et donc, que mes collaborateurs ou mes salariés aient des problèmes dans leur vie, c'est leur sujet, ce n'est pas le mien. Très bien. Je dis, sauf que si à un moment donné, ils viennent en effet t'en parler, c'est qu'ils ont besoin de le dire. Et ils ont besoin de le dire à quelqu'un. Et ils t'ont choisi, justement, pour l'exprimer. Si toi, tu les renvoies d'un revers de la main, ah, ça, c'est sûr, ils ne viendront plus. Mais du coup, ils iront ailleurs et ils iront trouver, je dirais, une écoute ailleurs. Donc, l'écoute est clé en management. Et je pense que, je pense pas qu'il faut renvoyer tous les managers en formation, parce que qu'est-ce qu'on apprend en formation? On apprend surtout de la méthodologie et de la technique. Il faut surtout les accompagner sur qu'est-ce que l'écoute, comment tu écoutes, et deuxième élément clé, comment faire du feedback aussi. C'est-à-dire que quand je suis content d'un salarié, comment je le lui dis, et quand je ne suis pas content, comment je le lui dis aussi. Ben, les deux, quoi. Et là, on s'aperçoit aussi que parfois, il y a beaucoup de maladresse dans la manière de dire les choses, mais ça se comprend très très bien quand vous êtes dans le coup de feu, dans une brigade de cuisine, et que c'est le feu à l'extérieur dans la salle, et qu'il faut envoyer,
eh bien, on ne se fait pas de politesse, quoi. Il faut que ça envoie, quoi. Donc là, des fois, il y a des choses qui peuvent un tout petit peu, une pression qui peut un tout petit peu monter. Et là, parfois, des collaborateurs qui ne supportent pas ça, parce qu'ils estiment qu'on leur a mal parlé, machin, etc. Là où peut-être, je vais faire mon vieux schnock, comme on dit, mais là où peut-être quand il y a 15 ou 20 ans de ça, on avalait un bon coup et on se disait, bon, ça ira mieux demain. Et le fait est que le lendemain, ça allait mieux. Donc voilà, donc ça venait. Voilà. Sauf que là, au bout d'une fois, ça peut juste suffire, quoi. Donc, les renvoyer en formation, non. Par contre, remettre en perspective et en permanence les deux clés qui sont, selon moi, les clés, on va dire, les plus importantes pour driver ou en tous les cas pour accompagner des personnes, des êtres humains dans l'élaboration de leur mission, ça oui, il faut le rappeler en permanence. Alors, simplement pour rappeler que peut-être le mot brigade était très accepté, peut-être qu'aujourd'hui il l'est moins, peut-être que ça a évolué, le mot brigade de cuisine qui existe toujours, peut-être qu'il a moins de sens qu'il avait avant. J'aimerais que Vincent réagisse par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Et Vincent, puisque depuis tout à l'heure, tu es sans transition sur le sujet suivant. Le sujet suivant, c'est le rôle des écoles, et notamment dans le cadre de la fidélisation. C'est-à-dire, est-ce que les écoles ont un rôle à jouer aujourd'hui pour nous permettre de mieux fidéliser et de garder les talents, pas forcément au sein d'une entreprise, mais au sein du métier, du monde hôtelier, de l'hôtellerie-restauration. Ta vision sur déjà le management et en transition vers les écoles. Ma vision du management sera avec la transition des écoles parce que, non mais vraiment, Nicolas en parlait tout à l'heure, c'est effectivement un manager, on n'a plus du tout les mêmes managers il y a 15 ou 20 ans avec les jeunes qui arrivent aujourd'hui. Effectivement, aujourd'hui, ils sont peut-être un peu plus vifs, on va dire ça comme ça, mais en même temps, ils sont en demande. Ils demandent que ça, de l'écoute, de la collaboration, alors qu'avant, l'ancien manager il était peut-être plus docile, par contre, c'était comme il avait décidé et pas autrement. Donc voilà, donc il y a peut-être un milieu de chemin à faire, voilà, une petite juste mesure à faire, mais ça, effectivement, ça se cale relativement vite quand on discute avec ses équipes, quand on explique au manager pourquoi, le sens de ce qu'on est en train de lui dire, pourquoi il fait le faire comme ça, et lui montrer que ça fonctionne, il va l'expérimenter, et au fur et à mesure, c'est l'expérience, c'est ce que disait Tussauds tout à l'heure, c'est effectivement quand on arrive à 25 ans et qu'on est propulsé à un poste d'assistant manager au mieux, ou de manager même, sans avoir eu réellement une expérience professionnelle, c'est compliqué, on n'a pas forcément... On a appris à l'école, on a le théorique, mais après, il y a l'opérationnel et la maturité pour pouvoir l'appliquer et diriger 2, 3, 5, 10, 15, 20 personnes. Ce n'est pas du tout la même chose. En même temps, je dirais que les écoles, les CFA doivent être les artisans de l'éducation, de la formation et de l'apprentissage de nos futurs salariés. On ne peut pas être, comme ça l'a été pendant très longtemps, coupé un peu du monde, coupé de nos entreprises où... On l'a tous au moins dit une fois dans notre vie. Le prof de cuisine, ça fait combien de temps qu'il n'est pas venu dans une cuisine? Et le prof de salle, ça fait combien de temps qu'il n'est pas venu dans un restaurant pour faire un service? Ça a tendance à changer maintenant parce qu'effectivement, comme pour les managers, on a des jeunes qui rentrent, des jeunes un peu moins jeunes qui rentrent dans les CFA et dans les écoles hôtelières, qui ont une expérience professionnelle qui fait qu'ils apportent réellement quelque chose. Donc aujourd'hui, ça a tendance à changer. Et en même temps, on a vu avec le gouvernement, quand on parle de métier de l'excellence et quand on parle de gastronomie et de centre d'excellence, puisque aujourd'hui, c'est des choses qui sont en train de se faire, on voit que le campus d'excellence, ça fait déjà 1 an et demi qu'on en parle, on ne sait pas où et comment, mais en tout cas, on voit que c'est une vraie volonté de vouloir faire les choses et de pouvoir promouvoir les jeunes en devenir, ceux qui ont vraiment quelque chose pour justement les faire monter. Donc c'est aussi un moyen de pouvoir donner de l'attractivité à notre secteur. Romy, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'exemple, notamment du CFM et d'Éric, en tout cas des écoles qui font des efforts pour que les jeunes restent et qui restent dans le métier après? Oui, alors effectivement, comme je disais tout à l'heure, les écoles, les étudiants qui désertent les écoles, mais je vous rassure, on titrait dessus il y a déjà quelques années à l'hôtellerie, donc c'est pas du tout un problème que actuel. Quelques dizaines d'années. Ouais. ouais. Et donc effectivement, il y a vraiment un rôle majeur des écoles de se remettre
dans la réalité terrain, enfin juste des écoles aujourd'hui où... Tu disais au goût du jour. Au goût du jour, oui, enfin au goût du jour dans les matières enseignées. Il y a encore 4-5 ans, enfin ou juste avant le Covid, on me disait mais quand j'évoque les épluchures, je me fais dégager de la classe, quoi. Donc il y a quand même vraiment un gros problème aussi par rapport à l'enseignement, par rapport aux matières enseignées. Il y a un problème évidemment dans les équipements. Ils arrivent après dans les établissements, ils sont complètement perdus. Il y a un problème aussi, effectivement, c'est quand même hyper important que les écoles puissent valider les stages en amont. On ne peut plus envoyer les jeunes n'importe où et se faire dégommer, ça c'est juste intolérable. Et donc effectivement, il y a le projet CFA Médéric que connaît un petit peu le GHR. Alors voilà, ça a pas encore, on l'attend avec impatience. Je sais pas, 2024 peut-être, 2025, 2027. Voilà, en tout cas, ça montre qu'il y a des écoles qui ont vraiment compris qu'il fallait prendre le virage. Après, chacune à son rythme, mais déjà de le comprendre, c'est déjà énorme. Nicolas, un dernier mot pour les écoles. Après, comme le salon va bientôt fermer, je vous propose qu'on prenne une ou deux questions dans la salle. La fermeture. Ça fera qu'une. C'est ça, on fait la fermeture. Très bien. On va remettre les chaises, par ou contre. Des heures sup non payées. Okay. Sur les écoles... Tu avais notamment une réflexion sur le travail, sur l'expérience étudiant pour fidéliser dans les écoles, qui est vraiment une expérience au sein de l'école. Oui, en tout cas, ça... Avec des stages réalistes. Oui, ça complète ce que en effet, disait Romy à l'instant, c'est-à-dire que on doit avoir dans les écoles aujourd'hui quelque chose qui se rapproche beaucoup plus de ce qu'ils vont vivre ensuite en situation réelle professionnelle. Et c'est pas tout à fait le cas, mais moi je jette pas trop la pierre aux écoles parce que c'est pas évident. Déjà d'attirer sur ces métiers-là, d'intéresser parfois des jeunes qui arrivent dans ces débouchés, pas par choix, faut se le dire, tout simplement parce qu'on leur a dit, écoute, là il y a du travail, vas-y, tu verras, au bout du tunnel il y aura de la lumière, donc il y va, il faut les motiver, il faut essayer, voilà, donc il y a quand même un gros travail à faire sur ça, sur justement donner la flamme, la motivation, etc. Donc c'est pas évident. Maintenant, je pense qu'en effet, plus on rapprochera l'expérience étudiant au sein d'une école hôtelière de ce qu'il vivra réellement durant ses stages, plus on collera à cette réalité-là, moins il y aura de dégâts quelque part, et plus ça se fera aussi facilement. Donc ça veut dire repenser, je ne vais pas me mettre à donner des leçons pour les écoles, je suis loin de pouvoir le faire, mais repenser aussi comment j'enseigne, la structuration, la pédagogie, et comment aussi je me remets dans, on va dire, quelque chose de très contemporain en matière de... Donc on retiendra probablement aller vers un partenariat plus fort entre les pros et les écoles pour que ça puisse marcher. Ça commence. Oui, bien sûr. Aller encore plus vers ce partenariat. Oui, on peut être aujourd'hui, pas démarché, c'est pas le bon terme, mais en tous les cas sollicité par certaines écoles qui souhaiteraient qu'on crée des classes, entre guillemets, spéciales groupe accord. Et ces classes-là, elles pourraient être à la fois accompagnées par des professeurs de l'école, mais aussi par des experts venant du groupe qui pourraient venir enseigner un certain nombre de matières ou un certain nombre de thématiques. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui peut aller dans le bon sens, ça. Se dire, ben voilà, on est un peu parrain d'une promotion, quelle que soit la filière, ou plusieurs filières. Et là, en effet, on commence vraiment à y mettre un pied vraiment dans ce qu'est l'univers professionnel. Y a-t-il des questions dans la salle? J'ai une question là. Est-ce qu'on a encore quelqu'un pour le micro? Ah, super. Le monsieur là-bas? Je pense qu'on pourra en prendre que deux. Vous nous en voudrez pas? Bonsoir, déjà merci pour tous les éléments que vous avez partagés avec nous, c'est très intéressant. Je pense qu'il y a plein de sujets qui ont été évoqués qui, à titre personnel, me tiennent à cœur depuis longtemps. Je pense notamment à l'offboarding, je pense que c'est essentiel. Dans les différents sujets que vous avez évoqués, je voudrais savoir quel est votre point de vue par rapport au bien-être employé qui me paraît essentiel aussi sur des éléments plutôt en ce qui concerne les outils, tant des outils matériels comme vous avez rapidement mentionné les équipements tout à l'heure,
que les outils digitaux aussi qui finalement accompagnent le quotidien, et d'autant plus aujourd'hui, on est full hotel tech. Donc je voudrais savoir quel est votre point de vue là-dessus par rapport à la fidélisation des équipes. Je vais répondre rapidement, puis je pense qu'après, Solène et Nicolas auront d'autres remarques certainement. Effectivement, aujourd'hui, les collaborateurs demandent beaucoup plus de digitalisation qu'avant. Il y a notamment ce que vous évoquiez aussi tout à l'heure avec la flexibilité permise aujourd'hui par les plannings, toute la gestion de planning entièrement digitalisée. Effectivement, je voulais aussi dire tout à l'heure, il y a aussi tout ce qui est application pour les pourboires qui augmente aussi considérablement, enfin d'après beaucoup de retours d'expérience qu'on a eu d'indépendants en tout cas, qui augmentent beaucoup les pourboires et qui peuvent, c'est une façon aussi d'augmenter les salaires et de confort et de bien-être aussi pour les salariés. Et puis, voilà, je ne vais pas tout dire parce que je crois que vous avez mis des choses en place aussi. Alors le sujet de l'outil, il est toujours passionnant. Nous, on l'a toujours pensé comme quelque chose qui était là pour rendre service aux équipes. Après, on a des populations qui ne sont pas uniformes. Il y en a qui sont des vrais digital natives. Donc, hop, en 2 secondes, c'est acquis. Et puis, des populations pour qui c'est beaucoup plus complexe. Donc, il faut bien faire attention quand on choisit son outil, de savoir à quel public on s'adresse. Après, il y a clairement des outils qui sont beaucoup plus faciles à prendre en main que d'autres. Et ça, je pense qu'on a tous compris dans l'hôtellerie que les outils qui nécessitent 2 jours, 3 jours de formation, c'est mort. Avec le turnover qu'on a, on a besoin d'avoir des outils où la prise en main est immédiate, du tuto sur YouTube, des choses très intuitives, quitte à ce qu'il y ait des modules plus complets. Moi, je trouve que les meilleurs outils avec lesquels on travaille, c'est ceux qui fonctionnent par bloc. On découvre l'outil par un bloc qui a une fonctionnalité. Une fois que ça marche, on les rajoute au fur et à mesure. Mais le fameux outil miracle qui va tout vous régler dans votre hôtel, qui va coûter une fortune en setup, une fortune en formation, et puis 6 mois après, personne s'en sert. Voilà. Attention à ne pas faire de la surpromesse. Et maintenant, nous, le meilleur moyen, c'est de tester l'outil sur un établissement et d'avoir le vrai retour des opérationnels et de faire de nos opérationnels les customer success des outils qu'on déploie. Oui, bonjour. Je suis Aurélien Hacher, je suis avocat. Je suis avocat en droit du travail spécialisé dans les télérestaurations. Donc quand on vient me voir, c'est généralement, moi je suis plutôt côté employeur, c'est généralement quand on ne respecte pas bien le droit du travail. Donc j'ai entendu un des principes et une base, ça serait de respecter le droit. Donc c'est un conseil que je vous prodigue et c'est pas insurmontable. Vous êtes dans l'opérationnel, je fais un petit témoignage pour les hôteliers restaurateurs, notamment les indépendants. Il y a des outils, il y a l'hôtellerie qui publie généralement, il y a les syndicats aussi, vous formez. Moi j'ai édité un guide pratique aussi à destination des hôteliers restaurateurs. Donc c'est pas insurmontable, il faut de la pédagogie, il faut transmettre et ça fait partie, les RH, ça fait partie du métier. Ensuite, là je m'éloigne un petit peu du droit. On a parlé en filigrane des soft skills pour parler français et transmettre l'écoute. Et ça, c'est fondamental. On a souvent un manager au milieu. Et là, c'est pas trop mon domaine. Donc, mais moi, on entend parler des gens qui craquent en burn-out. On l'a dit en filigrane. Les risques psychosociaux, ils sont là. Et c'est primordial, ça. Ces soft skills de les privilégier et de les valoriser. Voilà, on a une valeur qui est son personnel, il faut le valoriser. Et voilà, donc c'est plus un témoignage. Et maintenant, je vais venir à ma question. On a entendu que les collaborateurs, ils veulent soit du temps pour la vie privée, soit de l'argent aussi. Et les deux, voire les deux. Et il y a des initiatives qui peuvent être faites au niveau des accords collectifs. On peut avoir des rémunérations indirectes. On sait que ça, c'est très intéressant au niveau employeur et salarié. Et pour ça, il faut, je crois que la branche, elle peut s'emparer aussi de ces sujets, faire des accords d'intéressement pour donner la possibilité, après, aux hôteliers indépendants et restaurateurs de faire très simplement des plans d'épargne, des choses comme ça,
Voilà, donc c'est une question. Je ne sais pas si c'est une question, mais en tout cas, vous en avez dit beaucoup. Maître, moi, je suis conseiller prud'homal, donc je vois de quoi vous parlez, parce que ce n'est pas mon quotidien, mais régulièrement, je ne suis pas magistrat professionnel, mais en tout cas, je vois bien, quand je siège, je vois, on ne peut pas défendre l'indéfendable, hein, et encore une fois, je vois de nombreux hôteliers ou restaurateurs qui, malheureusement, quand on se dit, mais comment est-ce possible qu'ils puissent avoir fait tout ça et se voir sanctionnés? À l'inverse, on se voit aussi, il y a pas mal de salariés qui font aussi parfois n'importe quoi et qui se font débouter. Je crois qu'effectivement, vous avez raison. Je pense qu'il est important de se faire entourer. Les RH, ça ne s'invente pas. Ce n'est pas votre comptable qui va vous faire vos RH, hein, parce qu'en règle générale, si c'est votre comptable ou expert comptable qui vous fait les payes, vous avez plus d'emmerdes qu'autre chose. Donc je pense qu'il est indispensable de savoir s'entourer de la bonne personne pour pouvoir faire ces fiches de paye. Non, mais c'est terrible. Hein, c'est terrible. GHR ou à l'hôtellerie, ils nous posent leurs questions, les comptables. Voilà, après, effectivement, je prêchais pour ma paroisse. Vous pouvez être adhérent d'une organisation patronale, que ce soit le GHR ou l'UMI, qui sont les deux principales. Il y a des services juridiques, des services sociaux qui sont là pour vous aider, vous accompagner, vous donner les modèles de contrats qui sont valides, que vous pourrez utiliser en toute sécurité, évidemment, si vous ne les changez pas et que vous les mettez en application. Il y a aussi apparemment des personnes qui vous prodiguent des guides pour pouvoir vous accompagner. Donc oui, il faut se faire. La partie RH est ultra importante parce que les sanctions sont dramatiques. Ça peut mettre des sociétés, on le voit, des sociétés en péril. Hein, quand vous vous retrouverez avec un prud'homme qui va, j'ai vu certaines sociétés, quand vous êtes dans l'encadrement, ça va dans des centaines de milliers d'euros. Eh ben, si vous n'avez pas la trésor, ça devient vite compliqué, quoi. Hein. Donc voilà. Donc effectivement, c'est un sujet. Alors, on fait vraiment la fermeture. Un mot de la fin de chacun, vraiment le mot-clé peut-être pour fidéliser son staff. Vincent. Moi, fidéliser, moi je parlerai pour les petites et moyennes entreprises. Hein. Alors, un mot-clé, le guide d'accueil. Vraiment, succinct, rapide, mais un guide. Voilà. La cohérence. Vos collaborateurs sont une personne d'un point de vue pro et d'un point de vue perso. Et vous, en tant qu'entreprise, pour répondre à leurs besoins qui font qu'ils sont une seule et même personne, bien dans leur tête et bien dans leur job, il faut que vous soyez une marque cohérente en termes de promesses clients et en tant que marque employeur. Alors moi, je vais respecter ta consigne, mais je vais dire 2 mots. Ça te va? Écoute et considération. Voilà. Voilà, moi j'allais dire écouter, mais vraiment écouter. Pas juste écouter comme ça. Pour de vrai, être sincère, ouais. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fermeture. Bonne soirée et bon salon.